vu que l'idée est toujours d'harmoniser les pratiques, plus ça va être large dans son utilisation et dans ses langues, etc. Et plus on va pouvoir permettre cela. On sait aussi qu'il y a des différences au niveau des cantons dans les rémunérations, donc c'est aussi une chose qui serait peut-être à faire évoluer, c'est-à-dire qu'on puisse choisir le canton dans lequel on travaille pour pouvoir faire évoluer la grille de rémunération en fonction de la vie dans le canton dans lequel on va exposer. Il y a plein de choses en fait à voir, et puis j'ai sûrement encore d'idées de choses. C'est aussi l'idée que ce soit, vous avez vu le site, il y a des sortes de gros boutons comme ça au départ. C'est aussi l'idée de pouvoir ajouter d'autres fonctions dans le bouton. Notamment, vous avez peut-être des petites cartes que vous avez fait Julie sur le site qui exposent d'autres choses, donc qui pourraient être ajoutées. C'est un peu l'endroit qui doit être, enfin, qui est pensé comme ça, comme une référence sur le travail des artistes. Évidemment, c'est un début, et là il y a peu de documents, mais il pourrait y en avoir plus. Et le site est amené à évoluer dans le futur. Ouais, peut-être on avait un peu pensé à 3 niveaux d'ouverture et de perspective. Et puis donc ce premier niveau qui est vraiment le niveau basique de la grille, comme je l'ai mentionné avant, et que Clovis vient de le préciser, c'est vrai que l'idée d'avoir un site internet, c'est que ça puisse être vraiment un outil qui évolue et qui est en mouvement en fonction des retours, des pratiques, etc. Et donc, comme on l'a dit juste avant, là, la première chose qu'on a déjà fait évoluer, c'est de complexifier la grille avec une différenciation des modalités de rémunération et de définir aussi la question du tarif horaire selon le statut. C'est vrai que j'en ai pas parlé avant, mais dans les honoraires de rémunération, vous verrez si vous allez un peu jouer avec le calculateur, en fait, les recommandations du tarif horaire sont pas les mêmes selon qu'on est salarié, association ou indépendant. Une des perspectives, et on en est très content, c'est la traduction du site et de l'outil en allemand par Visarte Suisse pour que ça puisse être un outil qui puisse être utilisé un peu plus largement. Ensuite, sur les perspectives cantonales, peut-être que je donnerai la parole à Hélène. Vous avez vu qu'on a déjà fait des améliorations. Pourquoi? Parce qu'on est très, très actif au niveau local, à Genève, mais aussi au niveau national, hein, et notamment sur cette question de statut et quelles structures peuvent venir seconder les artistes pour être rémunérés. Piste, pour l'instant, une a déjà été réalisée, c'est Merivesa, qui est une structure qui permet de salarier des artistes. Et une autre piste est encore aussi à l'étude, c'est sous un format de chèque emploi. Et on travaille main dans la main avec l'OCAS depuis quelques jours seulement pour pouvoir avancer pour pouvoir s'informer les uns les autres, en fait, de ce dont les artistes ont besoin et de comment ils sont traités à l'OCAS et l'accès à l'indépendance. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un fonds qui s'est créé, c'est le fonds INARMA. Et je pense que c'est un fonds auquel les structures peuvent avoir recours en faisant des demandes pour compléter les rémunérations des artistes s'ils n'arrivent pas à boucler leur budget. Bonjour, donc Christian Yep, président de Visarte Suisse. Je suis content d'être là pour voir le résultat de ces 5 ans de travail de ces différents collectifs qui ont réussi à se réunir sous la bannière de Visarte. Effectivement, on travaille en ce moment à la traduction de ce document, mais pas que. Hélène Marietto fait partie d'un groupe de travail au sein de Visarte Suisse pour la révision de notre guide des honoraires, qui est une version de 2020, donc une page vous avez rapidement présentée ici. Ce que j'aimerais dire, c'est que si les montants d'exposition, les montants qui sont sortis là peuvent sembler élevés, ça répond strictement à une réalité professionnelle. D'accord? C'est comme ça. Ça répond à une deuxième chose, c'est que tous les artistes, presque, ont un niveau master. Si vous demandez le salaire minimum de n'importe quel domaine professionnel à niveau master, une école professionnalisante, vous verrez qu'en dessous des sorties d'études, 5 500, 6 000, 6 500, il n'y a pas. Quoi. Les artistes sont dans une situation particulière parce qu'on forme des gens et on ne trouve pas d'issue pour ces gens-là. Donc là, on est dans un moment de tournant où la qualité de cette grille, c'est justement de dire, voilà, ça c'est le coût réel du travail de l'artiste. Par ailleurs,
la deuxième raison, c'est évidemment ce que je disais, c'est le niveau d'études, mais c'est également, si on prend les tarifs horaires d'un garagiste, c'est 120 francs de l'heure, d'accord. Un maçon, c'est 70 francs, c'est un peu moins. Un médecin, on ne demande même pas. Tous ces gens, on les paye et ils sont payés. Ce que je veux dire encore, je ne vais pas faire long, mais tout ce qui n'est pas payé par le biais d'une subvention ou d'un soutien direct à l'artiste, c'est l'aide sociale qui paye. D'accord. Donc là, la situation présente d'un contact avec l'OCAS pour le canton, elle trouve son écho au niveau fédéral. Suisse Culture, qui est l'association fêtière de toutes les associations professionnelles artistiques, donc théâtre, danse, musique, auteur, artistes visuels, a pour la première fois réussi à ouvrir la porte de l'Office fédéral des assurances sociales. Après 2 ans de Covid, c'est quand même pas mal, mais on a enfin une porte d'entrée. Donc on a des évolutions parallèles qui sont plutôt réjouissantes. Moi, je suis très content que Genève ait été le moteur ou le déclencheur de certains processus au niveau fédéral. Comme c'était dit tout à l'heure, il y a des fonctionnements qui sont très différents, des pratiques très différentes entre, on va faire court, mais entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. En Suisse alémanique, traditionnellement, on est indépendant. Ça veut dire qu'on assure sa sécurité sociale soi-même, etc., sauf qu'on n'y arrive pas. Donc, j'étais à Bâle il y a pas tout à fait un mois, et tout le monde disait, bon, on aurait bien quand cette grille de rémunération des artistes à Genève, comment on fait pour travailler en étant salarié et pas en étant indépendant? Donc ça commence à chahuter, quoi. Ça fait aussi partie du travail de Bizerte de provoquer, de construire ces horizontalités. C'est pas très facile parce qu'on est dans un pays qui est très, très, très hiérarchisé, divisé pour mieux régner. Ce qu'on décide une fois au niveau fédéral doit être divisé ensuite 26 fois. Une pratique à Genève doit-elle être répercutée 26 fois, enfin 26 apprentissages? Je crois pas. C'est ce qu'on essaie de faire en ce moment. Voilà. Je réponds volontiers à des questions plus tard si. Moi, j'avais une question par rapport au générateur de contrat modèle. Il n'y a pas d'option sans expo, en fait. Avec, par exemple, juste une intervention d'artiste ou juste un workshop ou un événement ou la conception d'une performance. L'idée à la base, parce qu'il fallait bien sélectionner quelque chose. Le concept, c'était le contrat d'exposition avec son président. Maintenant, comme le contrat est très adaptable, vous pouvez évidemment lui mettre un autre objet, qui est quand même un objet relativement connexe, puisque en fait vous avez une définition de qui fait quoi et combien c'est rémunéré. Donc si vous pouvez très bien mettre ce que vous allez faire, il y a vraiment cette idée d'adaptabilité. Moi, je voulais vous remercier. C'était juste pour raconter un petit cas. Moi, il y a quelques années, je me suis retrouvée à l'assurance invalidité à 100%. Et du coup, on m'a répondu, ça me répond beaucoup dans mon dossier, parce qu'on m'a répondu qu'en fait, c'était le seul métier en Suisse où il n'y avait pas de taux, il n'y avait pas de chiffre, alors que tous les autres métiers à l'AI ont un chiffre, et puis après, c'est adapté selon notre pourcentage, si on est salarié indépendant ou quoi que ce soit. Donc, c'est hyper bienvenu que ça arrive jusque tout là-haut. Voilà, c'est juste ça. Merci pour tout ce travail. C'est idéal. Moi, je me questionnais par rapport au calculateur. On se base sur de l'heure et non pas sur un référentiel d'une base salariale, comme se fait dans les arts de la scène, où par exemple, il y a un critère d'expérience professionnelle avec une base salariale. J'ai peur qu'en fait, en partant à l'heure, qu'on arrive à des montants extrêmement exorbitants et qui ne traduisent pas forcément la réalité. Alors sur les montants des tarifs horaires, c'est vrai que je crois que je l'ai pas vraiment précisé. Contrairement à d'autres domaines, on n'a pas fait de recommandation en fait de montant. C'est-à-dire que la seule recommandation où il y a un chiffre qui est vraiment posé, c'est pour les indépendants, où il y a un chiffre de 90 francs de l'heure qui est recommandé, parce que ça, c'est une recommandation de Visarte suisse, qui du coup, en tant que la fêtière nationale pour les arts visuels, avait un chiffre qui était posé et dont on ne pouvait pas se soustraire. En revanche, pour les salariés par les structures ou salariés via une association, on n'a pas fait de recommandation de montant. C'est-à-dire que la seule chose qui est indiquée quand on choisit, je suis obligée de tout remplir pour vous montrer. En fait, quand on
remplit le calculateur et qu'on arrive au montant horaire, la seule chose qui est indiquée pour les salariés, c'est qu'à Genève, le salaire minimum est de 24 francs. Et puisqu'on indique quand on est en association et que donc le coût est en coût employeur, quand on reporte en coût employeur, c'est 28 francs 30. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous a été beaucoup remonté en fait dans les deux sens. Je pense que à la fois quand on n'avait pas cette distinction entre indépendants, salariés, etc., on pouvait avoir l'impression en arrivant sur la grille qu'on recommandait 90 francs de l'heure pour tout le monde. Et c'est vrai quand on est dans une logique horaire, 90 francs de l'heure fois 40 heures par semaine, fois 4 semaines, on arrive à un salaire mensuel de plus de 12 000 francs qui correspond pas à la réalité des personnes qui travaillent dans les structures. Mais là, on est bien sur le tarif des indépendants. Et donc, en fait, une personne indépendante, qu'elle soit garagiste ou bien artiste, en fait, au final, on n'est pas dans une logique de montant horaire. C'est-à-dire qu'on va peut-être plutôt être dans une logique de se dire, OK, le tarif horaire est de 90 francs, mais on pense pas à une personne qui travaille comme indépendante réfléchit jamais à dire, je vais travailler 40 heures dans la semaine. La personne va dire, je vais facturer un montant de 20 heures de travail pour cette réalisation-là. Mais si tu passes à 90, du coup, en tenant compte du taux horaire pour les indépendants, en gardant les 160 heures. C'est là où on est dans une espèce de double paradigme entre les indépendants et les salariés, dans le sens où une personne qui travaille comme indépendante ne fait jamais un devis en se disant « je vais travailler 4 semaines, 40 heures par semaine ». Une personne indépendante, en général, formule un devis, soit avec une enveloppe complète, soit en définissant avec la structure dans une logique de négociation, de dire « je vais travailler 3 jours pour ce mandat-là ». Il s'agit d'établir un devis ou un cadre de travail. D'ailleurs, sur le site de Viserté Suisse, on a un calculateur de l'horaire qui permet aux indépendants de stratifier leur travail et de proposer ensuite un tarif tel que celui-ci. Mais je veux aussi dire que, évidemment, qu'un artiste indépendant, enfin que n'importe quel artiste, il ne va pas travailler 365 jours. D'accord ? Et en fait, si on fait le calcul en sens inverse, c'est-à-dire, OK, j'aimerais arriver à 4 500 francs par mois pour pouvoir payer mon loyer, ma famille, etc. Et je fais un report de toutes les charges que j'ai d'un côté, et ensuite du temps de travail effectif que j'ai. Donc j'enlève le week-end, j'enlève quand même 4 semaines de vacances, etc. Si on fait ce calcul-là, il existe une grille qui était, je ne sais plus, partie au niveau européen, c'est assez drôle de faire l'exercice. Et bien on arrive à ça. En France, on arrive à 65 €. Dans le Luxembourg, c'est 82. Et en Suisse, on arrive à 90, à 88 francs 50. Donc, ça donne quand même un cadre. Parce qu'en fait, effectivement, l'artiste, il ne travaille pas 365 jours par année. Et dans ces 90 francs, il y a le paiement de toutes les charges sociales, de ses frais, etc. Mais dans la réalité, Julie a raison, le cadre, entre guillemets, exorbitant, permet de donner un cadre et de dire, en fait, la réalité, c'est celle-ci. Et puis peut-être aussi préciser que donc dans l'honoraire de réalisation, il y a bien cette distinction. Toujours, on peut choisir si l'artiste va être rémunéré en coût horaire, c'est-à-dire qu'on va dire, OK, l'artiste est payé 24 francs de l'heure pour 160 heures. Mais si on se met dans un paradigme plutôt de personnes qui travaillent comme indépendantes, souvent, les indépendants indépendants ne calculent pas leur nombre d'heures de travail. L'indépendant indépendante va plutôt dire, OK, moi, je fais ce mandat, ce projet pour, je sais pas, 2000 francs. Et du coup, en fait, on peut aussi décider d'être dans une rémunération forfaitaire de 2000 francs et de pas commencer à réfléchir en tarif horaire. Et puis peut-être aussi l'autre chose qu'il faut dire et qui pour moi est aussi très en lien avec cette question du contrat, c'est qu'en fait, le barème, c'est pas quelque chose qui se fait a posteriori. C'est-à-dire que c'est pas un outil de facturation. Donc c'est pas l'artiste a passé 6 mois dans son atelier et puis après les 6 mois dit j'ai fait 800 heures. Non, en fait, c'est un outil de négociation qui permet de se mettre d'accord sur un montant. Et donc, en fait, je pense que c'est très intéressant d'avoir cette question parce qu'au final, ça montre bien qu'on pourrait très bien dire « Ah non, mais l'artiste dit « Ah, moi, je veux 200 heures ». Et puis la structure dit « Ah bah non, moi, 200 heures, c'est pas possible, ça va peut-être être 60. Ah bah non ». Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment d'utiliser ça en amont et pas de l'utiliser comme un outil de facturation. Mais du coup, ça permet aussi de réfléchir aux ambitions des institutions parce que souvent, on nous demande beaucoup et en fait, on se dit, en fait, si vous voulez ça, en fait, ça coûte ça. Et c'est aussi une manière de visibiliser dans les deux sens. Autant pour l'artiste, de se dire, OK, en fait, il n'y a que ce montant à disposition. Donc, moi, je vais réduire les ambitions de mon propre travail parce que, et voilà, il y a aussi une négociation. C'est de la négociation, mais... Moi aussi, je vous félicite, je vous dis un grand bravo. Et puis, c'est assez émouvant de voir ce projet qu'on a effectivement
accompagné, soutenu, de le voir aujourd'hui partager, se déployer et j'espère être repris par beaucoup de monde. Et ce sera d'ailleurs intéressant d'avoir des retours d'expérience. J'imagine que vous allez les récolter aussi. Je voulais souligner 2 points qui me paraissent importants et sur lesquels je voudrais bien vous entendre un tout petit peu. Peut-être que vous allez dire que c'est très clair et très simple, mais pour moi, c'est vraiment des 2 points que vous avez déjà évoqués, mais qu'il faut souligner. D'abord, c'est la question du statut et je trouve génial que vous ayez introduit ce nouveau critère, parce que ça permet de clarifier des questions cruciales qu'on a souvent discutées, qui est pour qu'il y ait rémunération, il faut d'abord qu'il y ait statut et il faut qu'il y ait un contrat clair. Et ce qu'on veut éviter beaucoup, c'est le fait de considérer les artistes comme des indépendants alors qu'ils n'ont pas véritablement le statut d'indépendant selon les assurances sociales. Ça, c'est extrêmement important. Et si M. Elial qui a dit c'est super à Genève, on attend ailleurs que ça arrive, alors c'est super, il y a ce travail qui a été fait, mais il n'y a encore pas, je crois, ça ne va pas encore de soi d'être soit salarié, soit indépendant quand on est artiste. Le premier point, si vous voulez juste ajouter le mot. Et puis le deuxième point, c'est une précision qui me paraît importante. Vous l'avez dit aussi, mais peut-être juste enfoncer le clou. Il existe des barèmes, il existe des tarifs qui sont fixés au niveau national. Et en fait, ce que vous proposez, c'est une grille de calcul. Là aussi, on en a beaucoup discuté parce qu'on ne voulait pas donner l'impression qu'il y avait un barème genevois plus élevé parce qu'à Genève, la vie est plus chère. Je crois que ce n'est vraiment pas ça l'idée. En revanche, ce qui est sûr, c'est que quand on utilise cette grille, on arrive à des montants qui peuvent être plus élevés que si on utilise les barèmes un petit peu de manière un peu simple. Voilà, c'est peut-être ça qui est un petit peu qui est nouveau et qui peut peut-être un petit peu rebuter ou créer des résistances. Toutefois, peut-être c'est à vous de préciser ça. Je pense que votre grille montre justement une large palette d'utilisation possible, ce qui ne veut pas dire qu'on peut interpréter comme on veut, mais on peut quand même adapter. Et ce qui est vraiment important, c'est voilà, d'une part, ne pas dire que c'est un barème différent, qui serait une sorte de marche individuelle, et surtout de dire que c'est vous l'avez dit, mais une manière de renforcer ce dialogue entre les structures et les artistes et de créer la possibilité d'un accord. Moi, j'aimerais juste venir sur plutôt la question du statut. Et en fait, avec Garage, donc le groupe de lequel on fait partie les deux, il y a eu ce site aussi qui est sorti, qui est très important pour nous, qui est Info Artiste. Et qui, en fait, pour nous, est une manière de aussi promouvoir le statut de salarié. En fait, c'est vraiment quelque chose qui a été vraiment travaillé parce que, en fait, ce qui est important, c'est aussi tout ce qui est en train d'être aussi relevé en France, c'est les questions de la continuité du revenu. Et en fait, quand on est artiste, en fait, on travaille par mandat et donc il y a des périodes où, en fait, on n'a pas de revenus. Et en fait, quand on est un ou une jeune artiste, en fait, c'est le statut d'indépendant et des fois pas forcément quelque chose qui est favorable parce que voilà, si on n'a pas beaucoup de mandats, il y a beaucoup de périodes de creux et en fait ces périodes de creux elles sont pas payées et c'est galère. Donc l'idée c'est de pouvoir justement mettre dans la tête que les artistes peuvent aussi travailler en association et du coup d'avoir droit au chômage dans les périodes creuses. Et donc, c'est toute cette idée-là. Donc, peut-être c'est ça qui est la différence avec la Suisse alémanique. Il y a eu cette évolution qui date d'aujourd'hui de complexifier le calculateur avec ces 4 typologies de statuts, enfin ces 3 typologies de statuts, mais de préciser quand même que le contrat à la base a été pensé pour un travail indépendante et que donc une des évolutions futures probables et puis presque promises, c'est que le contrat il puisse bientôt intégrer aussi la question du contrat de travail parce que pour l'instant le contrat c'est bien un contrat d'exposition et donc si l'artiste est salarié par une association ou par la structure, le contrat qui est présenté dans ce site n'est donc pas un contrat de travail, c'est bien le contrat de la relation entre l'artiste et la structure.
Sur la question des barèmes au niveau national qui sont potentiellement, enfin, où la nôtre est peut-être plus haute que les barèmes nationaux, ça, je pense que ça vient un peu de une espèce, je sais pas si c'est une incompréhension ou une lecture peut-être complexe. J'ai l'impression peut-être des recommandations d'honoraires de Visarte suisse, où c'est vrai que quand on voit cette recommandation d'honoraires, parfois on a l'impression que l'honoraire recommandé pour un petit lieu d'exposition, c'est 500 francs, point. Mais en fait, la distinction que nous on fait entre le travail de réalisation qui doit être rémunéré de 90 francs de l'heure et un honoraire conceptuel, elle est bien aussi présente dans la grille de Visarte parce que en fait, l'honoraire le barème de Visarte indique bien aussi que la conception, la planification et la réalisation doivent être rémunérées 90 francs de l'heure et que en plus il y a un honoraire d'exposition pour les petits lieux. Donc en fait, quand on compare point pour point l'honoraire cette grille-là qui est pas sur un site et la note sur le site, en fait celui-là est plus cher parce que l'honoraire de conception chez nous il se distingue, donc suivant le type de prestation il est plus bas. Je confirme. On n'a pas ici, mais on a fait d'ailleurs un tableau de comparatif qui n'a pas été vraiment formé à temps pour ce soir, mais qu'on mettra, je pense, en ligne pour la montrer de manière publique, pour montrer en fait avec le même scénario, avec le même script d'exposition, les montants sur lesquels on arrive, avec le barème 2020 et le travail des artistes, et en effet, le barème est beaucoup plus élevé en fait. Enfin, c'est là. Avec Suisse. Ouais. Ça, je peux pas le dire. Donc, ce que j'ai dit était faux, mais Non, ce que Camille dit, effectivement, c'est la situation. Mais je répète, le guide des honoraires, c'est un guide qui doit donner un cadre idéal, un cadre maximum, en quelque sorte, pour les prestations des artistes. Donc, à partir de là, évidemment, les fluctuations. Sur la question du cofinancement, alors déjà peut-être préciser que c'est pas juste l'artiste qui est responsable. Je pense que c'est vraiment la structure et l'artiste qui ensemble doivent s'engager dans une levée de fonds, trouver des financements complémentaires, etc. Et puis à ce moment-là, je pense que la réponse est un peu au cas par cas, c'est-à-dire que c'est comme toujours quand on n'a pas trouvé la somme nécessaire à la réalisation d'un projet, soit on fait moins, soit j'ai pas envie de dire à haute voix l'autre option. Et donc, en fait, voilà, je pense que c'est dans ces questions de négociation, quoi. Si le financement nécessaire est pas atteint, forcément, il va falloir adapter le projet. Le guide des honoraires, c'est une recommandation au niveau national qui ensuite doit s'infiltrer dans toutes les régions si possible. Ça a commencé par Genève. Tant mieux, il y a d'autres. En Valais, il y a un gros travail qui a été fait aussi sur les tarifications. Pas aussi détaillé que celui-ci, parce qu'ils ont choisi d'autres modèles sous forme de forfait systématiquement. De faire en sorte que ce modèle genevois puisse être diffusé dans tous les cantons, dans toutes les régions, et évidemment de l'adapter aux spécificités cantonales. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, 26 cantons, 26 façons de travailler différemment. Il y a des modes de subventionnement qui sont très différents d'un canton à l'autre. Mais le but pour nous, c'est d'utiliser ce modèle, de l'adapter, on dira, au de la vie de chaque région, pour pouvoir ensuite que ça serve de référence. Et ce qu'on se rend bien compte, c'est que un peu partout, on entend la même phrase: on n'aura jamais les moyens de payer tous les artistes, d'accord ? Donc c'est évidemment à ce titre un instrument politique. À ce titre, je suis très content aussi que Visarte Genève ait fait le choix de distinguer la conception des œuvres de travail effectif de réalisation, parce que ça permet de donner une valeur fixe à cet élément-là, et de ne pas chercher à côté sur qu'est-ce que fait ou ne fait pas un artiste, comment est-ce qu'il pense ou ne pense pas. En parallèle au travail que nous faisons, Suisse Culture et Suisse Culture Sociale travaillent en ce moment à un autre volet très important, c'est la reconnaissance du cadre social dans lequel un artiste doit être protégé, protection sociale. Est-ce qu'il a droit au chômage, etc., etc. Ça, c'est aussi un gros travail.
Je sais que le Dialogue Culture Nationale, donc, qui est cette structure de relais entre la Confédération et le canton et les grandes villes, ont à l'ordre du jour, disons, cette thématique des honoraires des artistes, mais tout domaine confondu, du salaire des artistes. Et que quelque chose doit sortir dans le courant du printemps, on n'en sait rien parce qu'on ne fait pas partie de cette structure, d'accord. Il n'y a que Pro-Helvetia et les chefs de service des cantons et des grandes villes qui en font partie. Donc c'est un petit peu compliqué de répondre clairement à votre question. Ça, c'est notre objectif idéal, d'accord. Après, on verra ce qui vient de l'autre côté. Et est-ce qu'il y a une entente ou est-ce que pas. Ça, c'est quelque chose que de mon côté, je trouve un peu dommage, c'est qu'on n'a pas ce dialogue mêlé, puisqu'on est tributaire de leur calendrier. J'aimerais faire une remarque qui en fait, est un peu plus large que ce document que vous avez présenté ce soir. Pour faire une exposition aujourd'hui, ça coûte plus cher que dans les années 90, dans les années 2000, 2010, même il y a 5 ans. C'est d'une part dû à la règle qui devient une règle de rémunérer les artistes, ce qui est vraiment un problème social très important, mais c'est aussi tout ce qui va autour, en amont et en aval. C'est-à-dire pour faire les budgets et pour faire les bilans, on nous demande de plus en plus de choses. Donc on doit engager les gens pour faire une partie de ce travail. Moi, par exemple, je dirige une structure qui a des subventions, mais qui représente à peu près 35% du budget annuel recherché. Donc le 65% est tributaire de ce que j'obtiens. Ce que j'obtiens, je le saurai très très tard dans la préparation des projets. Donc, s'il y a un contrat très en amont, c'est super, mais en fait, je ne sais jamais, quand je m'engage par rapport à un artiste, quel sera le budget avec lequel je vais travailler au final. Une casquette que j'ai eu beaucoup aussi, c'est de l'autre côté, c'est-à-dire que manque de commission de structures publiques et privées. On a vu apparaître, et pour moi c'était une nouveauté, que dans les budgets de plasticiens, il y avait des postes d'administrateurs, et après, que ce soit les pouvoirs publics ou des fondations privées, ne peuvent pas payer plus. Donc en fait, moi la question, elle est là, c'est que tout ça, c'est super, mais que beaucoup plus cher et que l'argent à disposition n'augmente pas tellement, on trouve où la différence? C'est un peu l'éléphant dans la pièce, c'est de dire il faut augmenter les rémunérations des artistes. Et c'est vrai que la réponse qu'on a, on sent bien avec les années que c'est pas de la part des structures forcément une réponse de ne pas vouloir rémunérer les artistes, mais une réelle question de moyens et de savoir comment est-ce qu'on va faire pour rémunérer toutes ces personnes. Et je pense qu'en effet, l'éléphant dans la pièce, c'est aussi un peu de parler du montant des subventions et d'un travail politique d'accompagnement qui doit être fait sur la question des budgets et de l'augmentation des budgets. Parce que ce que je trouve intéressant, si on lit les deux questions, la première question de Annie Serrazzi sur la recommandation d'un salaire mensuel ou d'un montant mensuel comme il peut y avoir dans d'autres domaines artistiques. Et puis là, on pense principalement aux arts vivants où il y a vraiment une grille où on dit, bah voilà, 1 an après l'école, c'est 4500, je sais pas les montants par cœur. Et puis qu'après, on sait sans jugement moral ou de valeur que des grandes institutions, que ça soit à Genève ou dans le canton de Vaud, se basent sur la partie verte de l'honoraire. En fait, c'est vrai qu'il y a un fossé entre une comédienne qui a 15 ans de carrière est rémunérée selon un salaire mensuel de 6 500 francs par mois au minimum, avec plusieurs semaines de rémunération garantie. Avec la certitude que cette rémunération va avoir lieu, qu'il y ait l'obtention des budgets ou non. Et puis, une artiste visuelle qui va avoir une exposition solo dans un musée de taille moyenne et qui va être payée 1000 francs. Et puis, c'est vrai que là, il y a clairement une réponse à chercher et à interpeller, je pense, nos politiques et pas uniquement
responsable des services de la culture, mais vraiment le politique au sens large, pour savoir comment est-ce qu'on fait pour avoir un changement dans les montants des budgets qui sont alloués, parce que c'est vrai que quand on regarde les montants des budgets entre les différents domaines artistiques, ceux pour les arts visuels sont pas les mêmes que pour les arts de la scène. Et donc c'est vrai que je pense qu'il y a un éléphant dans la pièce qu'on n'a pas mentionné, c'est celui du montant des subventions. Mais c'est bien ce que tu as dit, ça va exactement dans ce sens-là. Je pense que là, on a de plus en plus de conditions, de possibilités et d'outils pour vraiment avancer sur ces questions. Et puis après, il faut faire levier à différents niveaux, envers nous, aussi politiques. C'est vrai qu'il y a quand même, à Genève, on a des cantons où il y a actuellement des moyens pour la culture qui augmentent. C'est assez rare. Et une grande partie de ces montants vont à une meilleure rémunération des artistes, vont continuer à aller. Et Inarema, c'est un très bon exemple de dispositif qui va vraiment dans ce sens-là. Il faut utiliser le dispositif, même si les moyens qu'on a mis pour l'instant vont peut-être pas suffire. C'est important qu'il y ait des demandes pour qu'on puisse dire, en fait, pour faire ça, ça manque ça. Et puis, en attendant qu'on puisse mieux doter les structures via Inarema, enfin voilà, c'est vraiment pas du tout se sentir découragé par ce que tu décris, qui est un problème, mais il faut faire aller dans ce sens-là. Il faut faire levier et continuer à penser. Il n'y a pas une réponse à un moment donné, on ne va pas finir par avoir les budgets divisés par 100, mais sachant que la situation était complètement, il y a 30 ans en arrière, très étrange, puisque certaines personnes n'étaient pas réunies pour leur travail. Évidemment, on part de très loin, donc évidemment, il faut remonter, et c'est difficile, c'est d'autant plus difficile qu'on parle d'une situation qui était catastrophique. Et maintenant, voilà, c'est un peu tous tout ensemble, en faisant les efforts, tout le monde, c'est de se mettre dans différents statuts, associations, indépendants, indépendantes, etc., les structures, d'augmenter les fonds pour ça. Pour les services publics, d'augmenter l'argent. Et puis, je pense que c'est pour ça que tout le monde, petit à petit, mais que j'espère que ça va dans le bon sens. Bonsoir, Fabienne Abramovich, Action Intelligence. Alors déjà, c'est magnifique tout ce travail, parce que ça donne les repères favorables. Pour les questions politiques, j'avais aussi envie de rebondir concernant les subventions. Ce qui nous guette, et ça, on l'a vu, c'est très cruel, c'est-à-dire qu'il y a forcément une tension entre l'impossibilité politique, c'est un pouvoir politique de remonter les fonds pour la culture, et puis la nécessité objective de pouvoir financer des personnes qui travaillent dans le domaine de la culture de manière générale et de respecter dans tous les secteurs de la culture. Quand je dis ce qui nous guette, c'est que, évidemment, comme il y a énormément de précarisation et puis même, je dirais même de misère, à un certain moment donné, on va se retrouver dans des situations où on va se manger parmi. Et c'est ce qui se passe quand il y a, en l'occurrence, une lutte des classes, que j'appelle, je vais l'appeler comme ça, parce que même si c'est un mot qui va revenir, on va aller taper sur celui qu'on pense plus fort ou plus puissant au niveau financier. Or, la culture, c'est aussi nos institutions, c'est aussi tous les secteurs culturels. On donne souvent l'exemple de celui qui a une chemise un peu plus longue et celui qui court tout nu dans un bois. Et en l'occurrence, là, quand on parle du théâtre, eh bien, figurez-vous que de Domagnance, eh bien, même les répétitions aujourd'hui ne sont pas payées. Et je vais vous parler d'un temps. C'est qu'avant, on avait plusieurs semaines de répétitions qui étaient payées dans le théâtre. Je suis une femme de scène, je fais aussi du cinéma, très proche des arts plastiques, 40 ans de carrière, je sais ce qui s'est passé dans les 40 dernières années. Quand Christian dit, effectivement, il y a aussi des bascules. Quand on prend l'exemple de l'Office social, c'est effectivement tous ceux qui aujourd'hui ne peuvent pas être financés. Il y a des secteurs beaucoup plus précaires que d'autres. De ce point de vue-là, ça va à l'aide sociale et à la retraite, c'est très grave. Je m'excuse, mais je voulais faire j'espère que je n'étais pas trop long. Merci. Bonsoir. Merci énormément. Et si je reviens juste au formulaire qu'il y a sur le site internet, je me demandais si à terme ça allait être développé peut-être l'échelle de subventionnement des structures qui accueillent, si elle pouvait être un peu resserrée, parce que je trouve qu'il y a quand même une différence qui est assez importante si la structure elle reçoit 0 ou 50 000 ou 50 000 et 250 000. Et là, je parle que des petites et des moyennes structures et pas au-delà. Est-ce que dans la partie du travail sur le contrat,
on pourrait imaginer de débroussailler une clause qui soit justement pour des contrats faits très en amont, où on pourrait dire il y a le scénario en cas de l'obtention des financements et le scénario B, qu'est-ce qui se passe justement si on n'a pas réussi à récolter les deux parties prenantes cette somme-là. Sur la question de la différenciation entre la taille des structures, on s'est basé sur la catégorisation qui est faite par Visarte Suisse, parce qu'il nous fallait quand même un cadre de référence. Donc on a décidé d'avoir ces 4 catégories. C'est vrai qu'on pourrait en avoir plus en termes vraiment, alors là, triviaux. Ça pose des problématiques de programmation qui sont assez complexes. C'est clairement quelque chose qui pourrait être fait. Mais donc c'est vrai qu'on a toujours un peu un problème sur cette catégorisation des lieux. Et donc peut-être qu'on pourra ajouter un nombre de catégories, mais pour ça, il faudrait qu'on soit d'accord déjà sur la catégorisation. Donc peut-être que la première étape, c'est de voir les 6 prochains mois si les différentes parties arrivent à pratiquer avec cette détermination-là. Et puis ensuite, moi je pense en effet qu'il faut couper en 2 la moyenne, quoi, d'avoir une différence entre 50 et 250. C'est une question très intéressante, la question de savoir qu'est-ce qu'on fait selon les scénarios. Je pense qu'il faut bien distinguer la phase de négociation de la phase de conclusion du contrat. Tant que vous êtes en négociation, rien ne vous empêche de toute façon effectivement d'élaborer un plan A, un plan B, et puis de dire si on a des financements qui partent là-dessus, si on ne les a pas, on partira là-dessus, mais d'attendre d'avoir des financements pour déterminer quel contrat on conclut. Ça, c'est bien la solution safe, c'est possible. Maintenant, à partir du moment où on n'attend pas d'obtenir les financements, il faut juste savoir, si on dézoome un tout petit peu, juste le statut d'indépendant, le statut de salarié, c'est tout ça parce qu'ils considèrent que les indépendants, ils ont ce qu'on appelle le risque de l'entreprise, alors que les salariés ne l'ont pas. Donc quand on embauche quelqu'un, on gagne à ces risques de mérite. Donc on fait un bénéfice, c'est pour soi-même, on fait une perte, c'est pour soi-même, et le salarié, la salariée a droit à son salaire, peu importe comment l'entreprise économiquement fonctionne. Donc, si vous avez prévu de faire un contrat de mandat avec quelqu'un qui est indépendant, et puis que vous n'avez pas les financements, il y a beaucoup plus de souplesse. Cette personne, elle est indépendante. Mais à partir du moment où vous engagez quelqu'un comme salarié, qui dépend quand même, voilà, l'idée de dépendance, elle est là, on travaille à la base. À partir de là, si vous engagez cette personne et que vous lui promettez un salaire, c'est un petit peu votre problème aussi si vous n'obtenez pas les financements. En tout cas, ça pourrait l'être. Ce genre de retour que l'on vient d'avoir sur des questions hyper pratiques et des propositions de changement concret, on est ultra preneurs et preneuses. Du coup, n'hésitez pas, si vous pratiquez le site, de nous envoyer par mail, je sais sur Genève. Voilà, toutes vos propositions de modification, parce que comme vous voyez, on y réfléchit et on essaye de voir si on peut les implémenter ou pas. Quand le travail a été effectué et que les financements n'ont pas été versés, qui doit supporter ce risque? C'est toujours la même question. Est-ce que c'est la personne qui a travaillé, qui a fait, qui a rempli en fait sa part de contrat? Est-ce que c'est la structure qui a pris le risque et puis qui en fait dit ah ben non désolé? Et en fait c'est juste. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que la solution, juridiquement sur le papier, elle est problématique. Elle risque d'être problématique pour la structure qui se trouve au milieu. Ces clauses, oui, ces clauses qui disaient, si on n'a pas les subventions, le contrat n'est pas valable. Ça va tant que le contrat n'est pas exécuté. Et encore. Donc, voilà. Dans l'absolu, c'est comme je vous dis, c'est pas quelque chose que je peux vous recommander dans le sens où vous risquez d'avoir des problèmes après, surtout si le contrat a été exécuté. C'est vrai qu'il y a un problème concret et qu'on voit assez régulièrement. Merci.